Professeur Didier Raoult, en est-on de l'épidémie de Covid-19 à Marseille? Est-ce qu'il y a de nouveaux variants? Alors, l'épidémie est pas finie. Hein. Le variant, dans les variants Omicron, vous voyez, il y a le B1 qui était là, qui a l'air de s'éteindre, et puis le B2 qui est en train d'apparaître là, vous voyez. Moi, je suis pas devin, un prophète, je sais pas comment il va aller, mais pour l'instant, ça ressemble à une épidémie qui démarre. Est-ce que cette épidémie va continuer ou va pas continuer? Il y a des zones dont le Danemark, dans lequel il y a de plus en plus du B2 qui grossit, qui prend une proportion considérable. Il y a des cas décrits de gens qui font successivement le B1 puis le B2, pas protégés, ils sont assez distants, hein, le B1 et le B2 de Omicron. Et donc voilà. Donc, mais c'est pas, encore une fois, c'est étonnant, c'est des virus qui se recombinent et qui devraient prendre petit à petit la forme soit de coronavirus dont je parlerai, soit la forme du rhinovirus qui lui n'a pas de saisonnalité. Donc c'est l'exemple qu'on connaît, bien sûr. Moi, je ne peux pas réfléchir autrement que par analogie. Hein. Et donc, les analogies que l'on a, c'est les autres, comment se déroulent les autres épidémies respiratoires qu'on a rencontrées depuis longtemps, hein, qui petit à petit sont devenues des pathogènes humains ou qu'on partage avec les animaux après une période de pandémie. Donc, on verra. Un des éléments qu'on voit qui avait été vu dans la grippe, par exemple, hein, c'est que après une épidémie très sévère, les variants qui apparaissent sont moins sévères, et puis de temps en temps, il y a l'émergence d'un nouveau variant sévère, et puis ce variant de moins en moins sévère, alors ça tue quand même la grippe, hein, ça tue tous les ans des centaines, des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes dans le monde, hein, mais il y a des moments où il y a des poussées où les variants sont plus dangereux, et donc dans ces poussées-là, il y a plus de morts. C'est ce que je vous ai montré sur les variations de l'espérance de vie, qui sont une toute petite variation, c'est un plateau en réalité depuis un certain temps. Ces variations sont dues à la sévérité pour la plus grande partie des infections virales respiratoires, et des variants en particulier grippaux. Donc il y a des nouveaux variants. D'ailleurs, c'est maintenant tout le monde est convaincu qu'il y a des variants. Et donc ça suscite une nervosité dont je reparlerai. Donc les gens sont très furieux que la plupart des variants, c'est nous qui les avons mentionnés les premiers quand même. Hein. Donc ça finit par irriter nos concurrents. Et donc cela étant, j'ai l'habitude d'irriter nos concurrents, hein, parce que ça fait quelquefois qu'on découvre des choses et que on les publie plus rapidement. On a la chance ici, qui est une chance quasi unique au monde, hein, qui était celle qu'avait l'Institut Pasteur il y a 50 ans, c'est-à-dire d'avoir à la fois les malades, donc les prélèvements, d'avoir les capacités d'analyse, le séquençage, la culture, la microscopie électronique maintenant. Plus, je vous rappelle, j'ai un conflit d'intérêt avec cette microscopie électronique, puisqu'il y a les microscopes, un microscope électronique d'Hitachi, avec lequel qu'on développe ici, et qu'on est les seuls à avoir pour l'instant. Et enfin, la capacité, avec les amis qui ont travaillé depuis très longtemps, avec Jacques Fantini, d'avoir une configuration tridimensionnelle prédites par l'analyse génétique des mutants. Donc on a tout ça ici, et donc c'est vrai qu'en l'espace de 15 jours, on peut tout faire. Est-ce que les autres doivent l'envoyer à droite, à gauche, et donc avoir des études, trucs, et puis on voit bien, là, dans cette situation, dès que vous avez plusieurs équipes à la fois, vous commencez à avoir des querelles d'auteurs, de qui est un auteur, qui n'est pas un auteur, qui est dans un endroit donné, n'est pas un problème. Et de toute manière, il faut faire attention aux auteurs fantômes, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait d'auteurs qui n'aient pas participé à un moment ou à un autre, et donc il faut faire attention. Moi, je suis très attentif au consortium. On ne peut pas faire un consortium où on met des auteurs fantômes sur des papiers auxquels ils n'ont pas du tout contribué. Donc c'est très important. Il faut faire attention que cet énervement général ou cette soif de participer à l'histoire
n'emmène pas les gens à avoir des comportements qu'on considère comme étant ça. Alors là, non, du scientifique misconduit, ça c'est du vrai. Hein, c'est pas de se tromper de numéro. Ça c'est du vrai scientifique misconduit, d'être un auteur fantôme. Mais ça fait bien longtemps que on doit signer quel est votre degré de participation et en quoi vous avez participé. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces cycles épidémiques? Ben voilà, sur le Covid, vous voyez que, j'ai présenté plusieurs fois ces images, vous voyez que apparaît une nouvelle branche, que nous on appelle un clone, et puis sur cette branche, les mutations s'accumulent. Je vous rappelle, les mutations sur chacune des branches, il y a à peu près une mutation tous les 15 jours qui apparaît, et l'accumulation de ces... Donc c'est toujours une mutation qui est à l'origine d'un clone, mais c'est une mutation favorable. Et puis ça, ce sont des mutations qui sont pas favorables, parce qu'on ne voit pas exploser le nombre de cas après ça, mais au contraire, qui petit à petit amènent les virus à s'épuiser. Vous voyez qu'il y en a de moins en moins au bout de chaque branche. Et donc ça, chacune représente un cycle de vie d'un clone. Oui. Et donc ensuite c'est difficile de faire des généralités, parce que comme il apparaît des clones en cours de route qui à nouveau sont très épidémiques, comme celui-là, hein, qui est vraiment très typique, et puis hop, il s'épuise à son temps, et donc c'est ce qui avait donné, pour le Marseille 4, cet aspect en dos de chameau, vous voyez, une première épidémie ici, et puis une deuxième épidémie, qui n'était pas non plus un rebond, c'est une deuxième épidémie due à un variant, qui donne une deuxième épidémie. Voilà. Et donc, on a calculé qu'il fallait 7 à 8 mutations pour épuiser un clone, et donc, ça fait 3 mois et demi en moyenne, après qu'un clone épidémique apparaisse, il disparaît du fait de l'accumulation de mutations. Voilà. C'est la durée de vie de ça. Mais si on regarde la grippe, par exemple, si on regarde un des variants de la grippe, il se passe la même chose. On a calculé que le nombre de mutations qui apparaissaient aussi à peu près une mutation tous les 15 jours, mais vous voyez que les clones ont une tolérance à la mutation, à ce stade-là de l'évolution de la grippe, hein, beaucoup plus faible que celle du Covid, probablement parce qu'il est au début de son histoire, et que donc, au bout de 3 à 5 mutations, en réalité, les clades s'épuisent et disparaissent. Donc c'est intéressant, le nombre de mutations qui se produisent sur ces virus, la fréquence de mutation est la même, mais la tolérance de chaque branche et de chaque clone au nombre de mutations qui ne sont pas utiles est plus faible, et donc ça détermine des cycles plus courts, puisque si vous pouvez tolérer simplement 4 à 5 mutations, ça veut dire que vous allez durer 2 mois et demi au lieu de durer 3 mois et demi. Oui. Et donc ça fait des cycles courts. Ces clones ont des cycles plus courts. Alors, je suis content qu'avec l'évolution des données, et en particulier grâce aux capacités de séquençage importantes là, qui nous ont été procurées par le ministère de la Santé, on va pouvoir éclairer les autres épidémies virales en voyant quel est leur cycle et quelle est la durée de vie de ces différentes clades. Mais vous voyez que là, par exemple, à un instant T, eh bien, vous pouvez avoir plusieurs clades que jusqu'à présent on n'arrivait pas à distinguer parce qu'on séquençait pas tout ça. On a dit ça c'est la grippe, puis après on disait juste c'est la grippe A, la grippe B, puis la grippe A on disait c'est H1N1, H3N2. Oui, mais on distinguait pas tous les clades dedans et donc on mélangeait des éléments différents pour en faire une épidémie générale, mais qui n'était pas exacte, qui était en réalité. Et la durée de l'épidémie dépend de l'émergence de nouveaux clones qui prennent le relais, comme on l'a vu là, par exemple, pour le Covid. Donc c'est bien, on apprend beaucoup de choses, et les choses étaient plus compliquées que ce que l'on faisait. C'est pour ça que, honnêtement, pour modéliser une maladie qu'on connaissait pas, dont on connaissait pas l'évolution, et dont qu'on pouvait même pas, sur lequel on pouvait même pas copier sur les modèles existants parce qu'on n'avait pas les données, c'est impossible, on peut pas le faire. Donc maintenant on commence à comprendre un certain nombre de choses qui étaient totalement inconnues. Donc très bien, mettre ça, c'était mieux connu chez les gens qui travaillaient sur les virus animaux parce que c'est plus facile. Il y a des gens qui avaient travaillé là-dessus. On commence à voir ça chez les humains parce que on commence à séquencer beaucoup. Effectivement, ça nous permet de comprendre ça. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un cycle épidémique? Vous voyez, par exemple, si vous prenez
la grippe dont je viens de vous parler, vous voyez, ça ce sont des infections respiratoires basses, c'est-à-dire qui touchent le poumon. Hein. Vous voyez donc la grippe qui est en bleu, le virus respiratoire syncytial qui est en rouge, et donc vous voyez qu'ils ont habituellement une répartition saisonnière, ce qui faisait que, on va le voir, c'est vrai aussi pour les coronas, on se posait la question de savoir si le coronavirus allait avoir une répartition de ce type-là, c'est-à-dire pendant la saison froide, vous voyez, hop, et vous voyez, donc ça en plus c'est influenza A, et puis ça c'est influenza B, vous voyez, il y a des années où il y a que du A, il y a des années où il y avait, là cette année où il y a eu beaucoup de Covid, il y avait ni A ni B, et puis cette année-là, il y a que du A, donc on ne sait pas très bien pourquoi, mais on sait que la saison froide favorise les infections respiratoires basses, et donc on voit cela. Voilà, le deuxième, c'est les coronavirus qui sont endémiques, c'est-à-dire ceux qui existaient avant et qu'on connaissait avant le Covid. Et vous voyez, c'est pareil, il y avait une répartition saisonnière. Il y a eu un moment là où il y a relativement peu, mais vous voyez, il y a une répartition saisonnière. Ça, c'est les 4 virus. Et là, voilà, on a celui-ci là qui est un peu plus fréquent, le 229E qui est en bleu clair, avec une mortalité qui est pour les gens qui sont diagnostiqués ici, ce qui est à vérifier, mais qui est au moins du niveau de celle du Covid au départ. Donc, mais bien sûr, il y a beaucoup moins de cas parce que ce sont des virus qui sont domestiqués, qui sont habitués à nous et qui, au fur et à mesure que les virus s'adaptent à leur hôte, ils sont moins agressifs et plus fréquents. C'est leur nature. Sauf au début, où il peut y avoir, alors quand vous mélangez l'agressivité et la fréquence, là, bien entendu, ça peut causer des dégâts extrêmement lourds. Mais ensuite, quand ils s'habituent, on a l'impression qu'il y a une tendance d'évolution de Omicron vers ça. Après, maintenant, est-ce que le rythme va devenir celui que l'on connaît ici, c'est-à-dire un rythme saisonnier, ou est-ce que ça va être celui des rhinovirus, qui sont ceux qui donnent des rhumes, qui ne sont pas saisonniers, qui ont une variation qui est imprévisible, et donc avec des pics. Bien entendu, il n'y a pas du tout le même niveau de données sur les rhinovirus qu'il y a sur les coronavirus du Covid. Donc, ça sera intéressant de voir, il y a une variabilité absolument considérable chez les rhinovirus, ça sera intéressant de voir dans une autre étude, de voir si c'est pareil, à chaque fois ce sont des clones qui apparaissent et qui donnent ces pics là, et comment ces clones apparaissent. C'est très intéressant, d'autant qu'il y a pas mal de co-infections entre les rhinovirus et les coronavirus, et que c'est une vraie question. On a vu que les coronavirus, c'est ce que je vous disais, ça suscite des réactions très violentes, parce que nous et d'autres ont trouvé qu'il y avait des coronavirus qui se mariaient et qui s'hybridaient et qui créaient de nouveaux coronavirus. On se pose la question de savoir si la co-infection entre les rhinovirus et les coronavirus va donner des nouveaux virus. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'ils n'ont pas la même répartition, et ce qui est très intéressant, c'est que les rhinovirus qui donnent des rhumes, plus les coronavirus qui souvent, les coronavirus endémiques donnent souvent des rhumes, n'ont pas eu la même répartition pendant la période de Covid-19. Moi, mon interprétation, c'est que au début, on faisait très attention, en particulier à l'alcool sur les mains, que ça marche très bien pour les virus respiratoires profonds, parce que leur durée de vie sur les mains est courte, et donc même si on ne le fait pas extrêmement fréquemment, ça a une protection. J'ai l'impression que l'usage de l'alcool a diminué, ce qui expliquerait qu'il y ait eu des infections respiratoires basses pulmonaires cette année. Pour les coronavirus, ce que l'on a appris maintenant, c'est que le portage des mains est probablement 3 à 4 fois plus long que celui de la grippe. Et donc ça veut dire que pour que ce soit efficace, compte tenu de la durée du portage, il faut se passer les mains à l'alcool beaucoup plus souvent, et pas une fois par jour. Oui, parce que vous ne savez pas ce que vous touchez, compte tenu du fait que sa persistance dans l'environnement et sur les mains est plus grande. Il faut prendre plus de précautions sur les mains.
Il n'y a pas de raison que ce soit plus contagieux par les masques, sauf dans les endroits très contraints. Moi, je pense qu'on devrait garder le masque dans les ascenseurs. Par exemple, l'ascenseur, c'est très contraint. Donc, si vous avez 3 personnes dans l'ascenseur et qu'il y en a une qui a le Covid, la chance que les gens autour l'attrapent est relativement importante. Donc, les ascenseurs, il faut faire attention. Nous, on a installé des distributeurs d'alcool dans les ascenseurs. Il faut demander à porter le masque dans les ascenseurs parce que c'est un élément important de contamination. Mais voilà, donc les modes de transmission des rhinovirus sont pas les mêmes que ceux des autres, puisque c'est pas du tout les mêmes épidémies, c'est des formes différentes, et donc on ne sait pas très bien ce que on va avoir comme forme d'épidémie. Avez-vous autre chose à nous dire ? Oui, moi je suis conscient, je suis aussi compatissant que les autres sur les réfugiés, sur l'accueil qu'il faut leur faire et sur l'inquiétude de voir augmenter ces gens qui fuient la terreur. Mais globalement, il faut faire attention de pas, nous tous, maintenant, atteindre un degré de nervosité et d'excitation qui est dangereux. Voilà, l'association d'un nombre d'événements de cette nature-là, qui est quelque chose qui est très bien analysé depuis des années par les psychiatres et par les militaires quand ils recrutent les gens, c'est-à-dire le nombre d'événements auxquels vous êtes exposés fait qu'à la fin, il vous arrive beaucoup plus de choses que lorsque vous êtes dans une période relativement stable. Donc, ces périodes instables, avec une simulation permanente des sites de communication, c'est dangereux, parce que les gens deviennent extrêmement nerveux, extrêmement excités, extrêmement agressifs, et donc je pense qu'il faut revenir au calme, d'accord ? Et donc on ne lutte contre les événements et contre les difficultés qu'avec du calme. Donc et plus les choses s'agitent autour, plus il faut se calmer. C'est comme ça. On ne trouve pas de solution dans l'excitation ou la nervosité. Donc je pense que c'est un point extrêmement important. D'autre part, moi je continue à me méfier des prophètes de deux natures d'ailleurs, hein, ou bien alors les prophètes qui promettent ou qui promettaient, vous êtes plus prudents, qu'on va tous vivre jusqu'à 120 ans. Je n'en crois pas un mot, parce que l'espérance de vie, elle est au mieux dans les pays les plus pauvres, elle augmente. Dans les pays riches, au mieux, elle est plate, et dans un certain nombre de cas, comme aux États-Unis, elle diminue. Et pas du tout à cause du Covid, à cause de l'intoxication, en grande partie par l'industrie pharmaceutique avec les opiacés. D'autre partie par l'obésité qui se développe d'une manière absolument considérable et qui vraiment entraîne une baisse de l'espérance de vie. Donc c'est là qu'on en est. On n'en est pas à dire on va gagner 20 ans. Là, on en est, si on arrive à rester à ce niveau d'espérance de vie, c'est pas mal. Et donc le mieux, c'est d'éviter effectivement les causes réelles de surmortalité qui sont essentiellement ces deux causes-là. Il faut faire très attention, je le dis, je le répète, hein, les gains d'espérance de vie de ces dernières années ont été clairement en grande partie liés à la baisse de la mortalité routière, qui a été divisée par 3, et qui était la première cause de raccourcissement de la vie, et puis deuxièmement à la lutte contre le tabac. Donc il faudra à un moment lutter contre le sucre de la même manière qu'on a lutté contre le tabac pour éviter que cette épidémie d'obésité, qui est vraiment un problème terrible, nous on voit parmi les gens qui ont moins de 60 ans et qui n'ont pas de cause évidente d'immunodépression, ceux qui meurent, c'est ceux qui sont obèses, hein, quand même. Donc c'est pas... Il faut arrêter de dire que c'est une manière d'être, c'est une pathologie à laquelle il faut faire attention, dont il faut s'occuper. Il faut avoir un vrai programme de lutte contre ça. Ça, c'est un élément essentiel. Et comme c'est ceux qui sont le moins accessibles à cette information contradictoire, comme d'habitude, ce sont les plus pauvres qui en souffrent le plus. Donc il faut faire attention, il faut avoir des vrais messages de santé publique contre l'obésité. Et Nutri-Score est très intéressant, mais en réalité, le problème de l'obésité, c'est l'addiction au sucre.